Cet espace dans lequel nous vous recevons ce matin est bien moins confortable que notre auditorium de la Relais Capucine, mais cependant, il nous paraissait plus propice aux échanges sur les notions de culture en ville. Alors d'ici quelques heures, l'exposition Jardin-Jardin ouvrira ses portes au public. Vous êtes là en avant-première. 4 jours qui seront consacrés à l'exposition au paysagisme urbain. Et il y a d'ailleurs de belles expositions d'agriculture urbaine que je vous encourage à aller découvrir après la conférence. Alors c'est dans le cadre de cette manifestation et également dans la Semaine européenne du développement durable que nous avons choisi de vous parler d'agriculture urbaine et de débattre du rôle de l'immobilier dans son développement. Alors autour de notre table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir des acteurs de la ville, des experts de la culture en ville, et j'ai nommé donc Pénélope Comites, adjointe à la mairie de Paris, chargée des espaces verts, de la nature, de la biodiversité, des affaires funéraires. Qui a donc un impératif et qui devra nous quitter vers 9h30. Loïc Hervé, directeur du patrimoine immobilier Gessina, là je ne pouvais pas me tromper. Xavier Laureau, qui est agriculteur et également directeur général Les Fermes de Galie. Vincent Barral, directeur supply chain et logistique, Louis Vuitton Maltier. Puis 3 startups et associations viendront nous présenter en 5 minutes chrono leurs solutions innovantes sur l'agriculture urbaine. Alors là, on aura le plaisir d'accueillir Virginie Duluc de Urbagri, Yann Fradin de l'association Espace et Johan Hubert de Sous les Fraises. Alors vers 10h, notre conférence se terminera. Vous aurez des petites graines qui sont donc à la sortie de la tente pour faire votre urban guérilla. Donc, ce mouvement d'urban guérilla a été lancé dans les années 70 à San Francisco, où en fait des urbains jetaient des graines par-dessus les clôtures pour semer, cultiver et donner vie à ces espaces urbains qui étaient inutilisés. Et c'est le sens même de notre rencontre de ce matin, où nous voulons rendre possible l'agriculture dans nos villes. Alors avant de retrouver nos invités, je vous remercie d'accueillir Marie Dehaene, que j'invite à venir me rejoindre. Alors, merci Marie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes consultante en agriculture urbaine. Et vous allez nous présenter donc en une petite dizaine de minutes un panorama de tout ce qui se fait de plus waouh en agriculture urbaine dans le monde. Et après, vous animerez donc notre table ronde. Il ne me reste plus qu'à vous laisser la parole et je vous souhaite une excellente conférence. Bonjour à tous. Alors moi je vais vous faire un panorama assez rapide. J'étais un peu ambitieuse ce matin, en 10 minutes, 10 projets, donc on va les survoler, mais c'est pour vous donner un peu une idée de tout ce qui peut se faire, tout ce qui peut vous inspirer. C'est seulement des projets qui sont concrets, réalisés, parce qu'on voit beaucoup de projets non réalisés. Donc j'ai voulu insister sur cette dimension. Peut-être commencer par une définition de l'agriculture urbaine. Je ne sais pas si tout le monde est très familier avec ce mouvement dans la salle. Alors je pense qu'on a autant de définitions que de personnes ici, que d'intervenants aujourd'hui. Moi j'aime bien utiliser une définition qui est très large. On peut partir, comme le disait Audrey juste avant, du guérilla gardening, il y a de la guérilla potagère. Là c'est plutôt militant, c'est pas du tout commercial. On peut aller jusqu'à des formes vraiment commerciales, ultra intensives. Et finalement, le dénominateur commun, c'est vraiment la production en ville, encore que ville, urbain, périurbain, suivant les types d'urbanisme, ça peut se discuter, et avec une destination des produits maraîchers à destination des urbains, avec des usages et des usages urbains également. Donc là, avec cette définition, on englobe un petit peu tout. Comme je vous disais, je vais orienter ma présentation sur l'international. J'ai la chance de voyager. Tout ça, ce sont des projets que j'ai visités qui m'ont paru assez intéressants. Voilà, c'est une sélection assez subjective et pas du tout complète non plus de ce qui peut se passer dans le monde entier. Vous allez voir que ces projets sont très récents, la plupart ont moins de 5 ans. Là, ce n'est pas forcément un choix de ma part, c'est la réalité du mouvement aujourd'hui. Aujourd'hui, on va forcément aborder l'agriculture urbaine via l'immobilier, via l'angle de l'immobilier, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui.
Donc j'ai essayé de varier un petit peu les formes d'agriculture urbaine qui vont être toutes liées au bâti, mais vous verrez que ce sera assez divers, du toit, du parking, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, commençons par le premier projet. Ça, c'est à Séoul. Alors là, on est sur un bâtiment de logement collectif, de logement en accession. Donc finalement assez classique, plutôt low-tech. Ça, on peut le retrouver un petit peu dans toutes les grandes métropoles du monde. C'est celui qui est le plus facile à installer, qui historiquement s'est installé souvent. Un groupe d'habitants veut installer un jardin potager, le toit est accessible. Donc vous voyez, là, ce sont des cagettes qu'ils ont récupérées. C'est des cagettes de bouteilles de lait. Donc vraiment quelque chose de low-tech, facile à installer. Là, on est vraiment dans le centre de Séoul. Vous voyez quelque chose de très urbain et organisé uniquement à l'échelle de la copropriété. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est uniquement des pastèques. Donc j'aimerais bien y retourner quand il y a toutes les pastèques, ça doit en faire pas mal. Là, l'objet, c'est plutôt le lien social, et j'imagine qu'il y a un grand événement autour des pastèques, du voisinage, distribué à l'échelle du quartier. Donc là, vous voyez un petit peu plus le système technique très simple, juste une irrigation quand même qui est automatisée parce que sur un toit, ça se dessèche très rapidement. Deuxième projet, ici on est sur de l'immobilier d'hôtellerie, on est sur le Fairmont de Vancouver. J'ai choisi celui-ci, mais je ne fais pas spécialement de la pub pour Fairmont, mais ils ont vraiment une orientation agriculture urbaine sur pas mal de leurs sites. Il y a au moins des ruches sur chaque site, et sinon à chaque fois c'est décliné suivant le foncier. Donc là, c'est un potager très bien entretenu avec des bordures de buis très chic. Vous avez une piscine sur l'autre côté. Ça, c'est la vue que vous avez depuis certaines des chambres. Là, ce sont les ruches. Donc vous voyez la vue sur le lac, c'est plutôt sympathique. C'est la première partie qu'ils avaient mis en place en 1998, et ensuite le projet s'est étendu. Vous voyez du coup, ce jour-là, le chef venait récolter quelques produits. Donc ça, c'est une scène que vous voyez tous les jours si vous louez une chambre là-bas. Les chefs viennent se fournir, vous prenez l'ascenseur et vous voyez le chef avec ses produits. Ça leur sert aussi de produit marketing. Le miel, par exemple, est distribué à leurs clients. C'est le seul produit qui est vraiment servi de façon un petit peu plus substantielle que les autres produits, le reste étant assez anecdotique à part certaines aromatiques par rapport au nombre de couverts qu'ils servent tous les jours et le climat de Vancouver. Un autre projet, là on est sur le toit d'un supermarché. Il y a quelques exemples aux États-Unis. C'est le Whole Foods, une chaîne de supermarchés bio aux États-Unis. Et là vous avez du coup un opérateur, donc c'est en termes de gestion de projet. Ce Whole Foods a été conçu en sachant qu'il allait accueillir une ferme sur son toit. Whole Foods n'opère pas du tout. Ils sont juste mis d'accord pour récupérer certains produits et les acheter à Gotham Greens, qui est l'entreprise qui exploite cette serre. C'est en hydroponie, c'est-à-dire sans sol. Je vous montrerai d'autres photos d'un autre projet si ça ne vous parle pas forcément. Et comme vous pouvez le voir, tout le marketing est construit sur le fait que les produits sont produits exactement juste quelques mètres au-dessus de l'endroit où vous pouvez les acheter. C'est local, c'est considéré alors bio, mais selon les standards américains qui ne sont pas les mêmes que chez nous. Et vous voyez, il y a différents produits. Vous avez le visage des personnes qui l'exploitent. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir du lien social, de pouvoir identifier qui produit vos fruits et légumes et d'avoir une traçabilité plus simple. Et vous voyez en effet les gens descendre avec leur plateau et les installer en rayon. Vous avez aussi une terrasse qui donne sur cette serre. Donc tout est fait pour donner à voir vraiment cette agriculture. Ensuite, autre type de bâti et d'installation, là c'est sur le centre des congrès de Montréal, un projet qui s'appelle Cultivert. Donc eux, ils avaient un grand toit, ils ne savaient pas tellement quoi en faire. Il était quand même utilisé, hein, vous voyez les structures qui servent à l'événementiel. Ils se sont dit, bon, bah, pourquoi pas faire de l'agriculture urbaine. La structure était assez portante pour certaines formes. Et ils ont invité plusieurs porteurs de projets à s'installer. Donc vous voyez, là on voit des tomates, c'est ouvert à la visite. Encore une fois, c'est anecdotique en termes de production par rapport à tout, quand il y a un événement, tous les couverts qu'ils doivent servir.
Là encore, ils utilisent certains des produits dans les assiettes, notamment le miel, encore une fois. C'est aussi un centre d'expérimentation. Vous pouvez voir ici différentes techniques qui sont mises en place sur ce toit. C'était installé en 2011, donc c'était finalement il y a longtemps pour certains par rapport au mouvement de l'agriculture urbaine. Donc voilà, ça a servi de centre d'expérimentation et de vitrine aussi pour certains porteurs de projets pour faire connaître leurs techniques. Ensuite, on reste en Amérique du Nord, on est à New York. La Brooklyn Range, c'est un des exemples les plus connus, les plus médiatisés. Là, on est sur le toit de bâtiments à l'origine industrielle. On est dans le quartier de Navy Yards, où on construisait les bateaux initialement à Brooklyn. C'est un quartier qui, vous voyez, très proche de Manhattan, on l'aperçoit, qui est en plein redéveloppement aujourd'hui. Ces entrepôts ont été reconvertis en bureaux pour la plupart. Et l'idée est d'avoir, en tout cas l'idée des développeurs, d'avoir une sorte de Green Silicon Valley dans ce coin-là. Donc la ferme était la parfaite addition pour donner cette image à ce quartier en plein développement. Donc ici, vous avez du sol, à peu près 40 cm de terre. Il y a peu de bâtiments qui peuvent accepter cette charge. Donc c'était pour eux une opportunité en or. Vous avez même un ascenseur qui va jusqu'en haut. C'est assez magique quand vous le prenez. Vous traversez des bureaux et d'un coup, vous avez une vue sur la skyline de New York, l'odeur des feuilles de tomates et du basilic. C'est assez magique. Et vous voyez, ça s'organise comme ça au sein de la ferme. Vous avez aussi des ruches, donc la vue est pas mal pour l'apiculteur. Ils ont actuellement deux fermes à New York. Autre modèle, les fermes Loufa de Montréal. Donc là encore une serre sur un bâtiment. Ce bâtiment devait accueillir un étage supplémentaire. Finalement, ça ne s'est pas fait, ce qui a permis d'accueillir cette serre sans forcément reprendre la structure. C'est un bâtiment de bureau. D'ailleurs, ils sont installés aussi juste en dessous, les fermes Loufa. C'était un projet assez pionnier, le premier de serre commerciale sur un toit. Là, vous êtes à l'intérieur de la serre. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est de l'hydroponie sans sol. La subtilité de ce projet, c'est que le business model ne tient pas sur la vente uniquement de ces produits, mais en fait, ils agrègent différents produits de l'agriculture périurbaine de Montréal. Et si vous voulez, c'est un petit peu le Amazon du fruit et légumes. C'est comme ça qu'il est décrit. Vous passez une commande en ligne et vous le récupérez dans un point relais. Donc cette ferme, à elle-même, ne suffit pas, mais c'est tout le business model qui est construit autour qui permet de rendre rentable une telle opération, puisque c'est quand même un investissement de plusieurs millions, sans compter la R&D. Donc vous voyez, ça ressemble à ça. C'est un petit peu plus champêtre à l'intérieur. L'image, il joue un petit peu plus sur le côté terroir grâce aux autres produits. Aujourd'hui, ils se diversifient. J'ai vu la dernière fois qu'ils vendaient des kits d'exploration mis au point par la NASA pour les enfants de l'espace. Donc, vraie diversification. Ensuite, immobilier de bureau n'échappe pas à cette tendance. Ça, c'est à Tokyo. Alors, c'est sûrement l'exemple un peu plus développé, le plus développé au monde de l'agriculture urbaine intégrée à des bureaux. Ici, on est dans le siège de Pasona. C'est une entreprise de ressources humaines, formation, notamment spécialisée aussi dans la question agricole. Ils se sont dit que c'était pas mal d'avoir carrément une ferme chez eux. En 2003, ils avaient fait une ferme souterraine en dessous de leurs locaux. Ils ont ensuite déménagé et construit ce bâtiment. Donc c'est assez drôle, vous baladez dans la ferme, vous voyez des gens en costume. Ça, c'est le hall d'accueil qui donne le ton. Vous attendez en dessous d'un concombre, d'une courge, vous pouvez vous asseoir sur une botte de foin. Et c'est tout le bâtiment qui est comme ça, sur les 5 étages. C'est pas juste un petit coin. Donc vous voyez, vous pouvez attendre votre prochain rendez-vous près de la rizière. Il y a même une rizière. Et votre open space, les séparations, ce sont des plantes. Donc ils ont poussé le concept assez loin. Autre type de lieu pour installer des projets d'agriculture urbaine, les parkings. Les derniers étages de parking, la portance est très adaptée. Ici, vous avez un exemple à Seattle où vous avez une partie du parking qui a été cédée pour un jardin partagé. Assez simple, vous voyez, ils ont juste rajouté des substrats, des séparations en bois. Il me semble que ce projet n'existe plus, cette zone étant en plein redéveloppement. Mais en tout cas, pour un usage temporaire et pour s'installer assez facilement avec peu de moyens, c'est souvent des fonciers intéressants. Comme un petit clin d'œil, vous avez une Cadillac qui est plantée, qui fait un petit peu la frontière entre le parking et le jardin.
Ensuite, autre type encore d'immobilier, les entrepôts aux États-Unis, tout ce qui est dans la Rust Belt, c'est des entrepôts qui ont été abandonnés avec les successives crises économiques. Là, on est à Chicago. Ces bâtiments, vous les achetez pour vraiment une bouchée de pain, c'est-à-dire à peu près au prix du foncier agricole. Et il y a un entrepreneur assez fou qui s'est lancé pour acheter tout ce bâtiment, qui est un ancien entrepôt de boucherie, et le transformer pièce par pièce en une ferme urbaine, c'est-à-dire à côté, sur le toit, à l'intérieur. Vous voyez, ça c'est une photo d'une des pièces à l'intérieur. Il y a aussi un incubateur de food business. Maintenant, vous avez une brasserie, vous avez une boulangerie, vous avez différents ateliers. Ça s'est vraiment très développé depuis. Ensuite, encore une autre forme, là encore dans un entrepôt désaffecté dans le Michigan, un système qui s'appelle le Volksgarten. Donc là encore, sans sol, plutôt high-tech. C'est moi qui fais l'échelle pour vous rendre compte de la taille des roues. Donc voilà, très high-tech, assez énergivore, mais ils sont à côté d'une centrale. Donc ils m'ont expliqué que du coup, il n'y avait pas de souci. Ça dépend. Donc voilà, ici, vous avez un petit zoom sur la façon dont ils font pousser les plantes et le système en lui-même. Donc ça tourne assez, enfin même très très lentement, mais c'est quand même perceptible. Et vous voyez, ça donne ça. Pour récolter, du coup, il y a un autre système et il vous faut un monte-charge, un élévateur. C'est pas forcément très pratique pour les opérations. Mais voyez, ça c'est une opération qu'ils ont pas mal dupliquée d'ailleurs, qui permet d'avoir des produits frais et s'installer. Ils ont loué le local. Au bout de 2 jours, ils étaient installés et au bout de quelques semaines, ils vendaient déjà leurs premiers produits. Donc finalement, là, je vous ai montré 10 projets dans différents continents. C'est un mouvement qui est vraiment mondial, qui était déjà développé dans les pays du Sud, mais qui prend certaines formes assez nouvelles aujourd'hui dans les pays du Nord. Ça concerne vraiment tous les secteurs de l'immobilier. Comme vous avez vu, on peut utiliser, quand on veut s'intégrer au bâti, il y a vraiment plein de types de fonciers à mobiliser pour faire des projets d'agriculture urbaine, qu'ils soient pérennes ou plutôt éphémères. Tous ces projets, comme je vous le disais en introduction, sont vraiment très récents. Et ce qu'on peut voir, c'est une évolution vraiment très rapide de ces projets, que ce soit dans la forme, dans l'échelle de ces projets, dans les acteurs qui les composent, dans les soutiens, qu'ils soient politiques, institutionnels, financiers, et également les business models qui s'adaptent. Certaines fermes ont changé au fur et à mesure, puisque tous ces projets sont plutôt pionniers et défrichent un mouvement. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie. Et pour ce faire, je vais appeler nos différents intervenants à venir s'installer. On va commencer par Madame Pénélope Comites, qui va nous parler de la ville de Paris. Donc je vous invite à vous asseoir. Tout le monde, je vous en prie, allez-y. C'est dangereux. Bonjour, écoutez, moi je suis ravie d'être là ce matin. C'était effectivement des images très très intéressantes. Alors on a, un certain nombre d'entre vous le savent, parce qu'on travaille avec un certain nombre d'acteurs qui sont présents dans cette salle. Je voudrais vraiment les remercier. On a effectivement lancé depuis 2 ans un focus important sur l'agriculture urbaine dans Paris. La maire de Paris souhaite qu'effectivement on arrive d'ici la fin de la mandature, soit dans 4 ans, à un objectif qui peut paraître extrêmement ambitieux, qui est effectivement d'arriver à une centaine d'hectares qui soient végétalisés sur les toits, les façades et les murs de Paris, dont une trentaine en agriculture urbaine. Alors c'est vrai que ça peut paraître surprenant. Pourquoi est-ce qu'on a effectivement pris cette décision ? Je crois que, bon, comme la plupart de grandes villes qu'on a vues
dans les différents exemples. Paris est une ville très dense où la pression foncière est très importante, où nous avons besoin en permanence de trouver des terrains, soit pour faire du logement, soit pour faire des crèches, soit pour faire des équipements publics. Voilà. Donc on a effectivement une pression foncière très importante où le sol commence à devenir quelque chose d'extrêmement rare. Dans Paris, même si voilà, on va quand même réussir à sortir pendant cette mandature une trentaine de nouveaux hectares d'espace vert au sol, mais ça semblait insuffisant au regard de cette pression foncière et de cette volonté des Parisiens d'avoir une ville qui soit plus accueillante, plus bienveillante, plus verte, et qui... Alors, il a fallu effectivement se poser la question, et la question, c'était effectivement de se dire, voilà, il existe aujourd'hui un potentiel qui a été inexploité jusqu'à présent, qui est celui des toits et qui est celui aussi, alors on l'a vu dans le reportage, qui est celui aussi dans certains pays des parkings en toiture, mais on réfléchit nous aussi, mais au parking, mais en sous-sol, parce qu'effectivement on a pour différentes raisons beaucoup de parkings qui deviennent inoccupés, soit parce qu'ils sont dans des territoires un petit peu délaissés ou parce que la place de la voiture en ville diminue. Donc on a effectivement décidé de se lancer dans ce projet, en gardant bien en tête que l'agriculture urbaine, pour nous, c'est une agriculture qui... parce que la question qu'on me pose souvent, c'est alors, est-ce que vous pensez qu'en 2020, vous allez être autosuffisant ? Alors, le but n'est pas que Paris devienne Paris ou sa métropole devienne autosuffisante en 2020. L'idée, quand nous parlons d'agriculture urbaine, c'est bien évidemment de développer l'agriculture urbaine dans Paris, mais bien évidemment en lien avec l'agriculture périurbaine, notamment l'agriculture de petite couronne. Et c'est vrai que moi je souhaite que des exploitants agricoles de petite ou de grande couronne d'Île-de-France puissent venir s'installer sur les espaces que nous avons trouvés et potentiellement étendre aussi leurs exploitations. Alors on change un peu de système, puisqu'on va passer, on a fait beaucoup de jardins partagés, y compris sur les toits jusqu'à présent, hein. Enfin beaucoup, on a à peu près... On n'a pas tant que ça, puisqu'on je crois qu'on a 1,5 hectare, ce qui est quand même pas énorme. Donc on a réfléchi dans un premier temps à utiliser notre propre patrimoine, puisque la ville a un patrimoine immobilier qui est important, la ville qui est en même temps un département. Donc nous avons une réflexion depuis 2 ans sur la totalité de nos propres équipements, que ce soit des équipements qui sont déjà construits, que des équipements qui vont sortir dans la mandature, avec des objectifs systématiques de végétalisation de ce qui va sortir, et puis des études techniques extrêmement précises sur nos bâtiments direction par direction, pour voir ce qu'il est possible de faire sur les bâtiments existants, soit de la végétalisation, soit de l'agriculture urbaine. On a décidé d'aller un petit peu plus loin. On a identifié que la possibilité que nous avons en termes de végétalisation et d'agriculture urbaine sur notre propre patrimoine est de l'ordre d'environ 25 hectares. Donc on s'est dit, il ne faut pas qu'on le fasse non plus tout seul, il faut mobiliser tous les acteurs et toutes les énergies. Et donc c'est la raison pour laquelle on a imaginé avec un certain nombre d'acteurs publics, parapublics, privés, et je voudrais vraiment les remercier tous, et notamment Jessina, un appel à projet qui s'appelle les Pariculteurs, qu'on a lancé en janvier, et on a 47 surfaces à Paris qui appartiennent tant à des bailleurs qu'à des groupes privés et qui représentent à peu près 5,5 hectares de surface qu'on a identifié comme pouvant accueillir aussi bien de la culture pleine terre, que de la culture en bac, que potentiellement de l'hydroponie, quelques surfaces au sol, notamment des surfaces qui appartiennent à Haute-Paris, sur lesquelles on pourra éventuellement avoir de l'aquaponie. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler avec tous ces partenaires et de montrer que Paris est dans une dynamique, mais pas seul, avec ses partenaires publics et parapublics,
pour faire de l'agriculture urbaine qui soit de l'agriculture urbaine productive. Et puis, dans un troisième temps, parce que je pense que c'est extrêmement important, et cet appel à projet pariculteur qui quelque part a donné lieu à a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de médias se sont intéressés à cette initiative. Les porteurs de projets ont jusqu'au mois de juillet pour déposer leur projet. On a fait des visites de sites, on n'a été pas dépassés par les événements, mais les visites de sites ont été... Il y a eu beaucoup de monde, donc voilà, c'est un appel à projet international. On va avoir un jury au mois de septembre. Et à partir de là, on a eu d'autres entreprises qui nous ont appelés en disant mais pourquoi vous ne nous avez pas appelés, pourquoi pas nous aussi on a envie, nous aussi on a des surfaces. Bon, alors je dirais qu'à un moment donné, bienvenue, welcome tout le monde, voilà. Donc il est évident qu'on va retravailler sur ce type d'appel à projet, mais en même temps on a un troisième gisement qui est un gisement extrêmement important, qui est celui des copropriétés. À Paris, qu'il faut pas c'est plus compliqué, parce qu'une copropriété, c'est un syndic, c'est 15 propriétaires dans un immeuble. Mais moi, je souhaite, sur l'année 2017, travailler sur un appel à projet avec peut-être une dizaine de copropriétés pour donner envie à ces copropriétaires parisiens de végétaliser ou de faire de l'agriculture urbaine sur leur toiture. Je finirai là-dessus. Je pense que le gisement est important. J'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps sur une copro, je pense que c'était dans les Hauts-de-Seine, où ils expliquaient qu'en fait, ils avaient un toit qui était un toit assez extraordinaire, qui devait faire 700 ou 800 mètres carrés. Et ils disaient, mais en fait, on va louer notre toit. On va louer notre toit. Alors, ils ne savaient pas très bien à qui, mais enfin, l'idée, c'était de louer le toit pour effectivement avoir avoir un certain nombre de financements qui vont leur permettre de réinvestir dans les parties communes et dans un certain nombre de travaux de leur copropriété. Donc, tout ça est un cercle vertueux. Finir par dire aussi qu'on est dans une politique qui est celle de l'économie circulaire, que j'espère que nous allons arriver à notre objectif, que nous allons pouvoir, y compris, vendre ces produits dans Paris en lien avec les agriculteurs urbains. C'est vraiment, je veux dire, il y a une volonté et une demande de circuits courts, et on est vraiment parti dans cette dynamique. On ne le fait pas seul, on le fait avec tous nos partenaires privés. Et voilà, je pense que Paris, dans quelques années, on aura un rajout de diapositives avec les expériences parisiennes. Merci. Merci beaucoup à Madame Comitès pour cette intervention. Je donne ensuite la parole à Monsieur Loïc Hervé. Merci. Écoutez, nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Je voulais simplement apporter un petit peu le témoignage de Gessina en tant que foncière responsable autour du sujet de l'agriculture urbaine pour vous donner quelques marques-preuves et notre volonté vraiment de s'investir complètement sur ce sujet qui nous semble essentiel. Alors Gessina, vous le savez, c'est un acteur urbain. On travaille vraiment dans le cœur des villes. Nous avons plus d'1 million de mètres carrés de bureaux situés massivement dans Paris. Également des logements traditionnels ou logements étudiants. Et nous avons autour de cela, je pense, une vraie responsabilité d'arriver à intégrer le vert au sein de notre patrimoine et ne pas le prendre simplement sous l'angle de l'usage tel qu'il peut être défini, logement, bureau, logement étudiant, mais d'aller bien au-delà et de développer cette notion d'immeuble producteur au niveau de l'énergie, producteurs, bien entendu, au niveau de ce que leurs occupants peuvent réaliser, mais également producteurs au niveau du vert, au niveau de l'agriculture urbaine, au service du bien-être et de la santé des occupants de nos immeubles. On vous l'a indiqué, nous avons plus de 80 000 personnes qui vivent ou qui travaillent sur l'ensemble des actifs. C'est extrêmement important et ça nous donne une vraie responsabilité justement sur ces sujets de biophilie, sur ces sujets de bien-être au travail. Alors, à travers ce patrimoine, Gessina a une vraie politique de responsabilité sociale et environnementale. Nous avons l'habitude de la décliner en 4 piliers, qui sont des piliers de patrimoine, de planète, de collaborateurs et de société, dans une matrice de matérialité que vous voyez apparaître
qui, grosso modo, indique le niveau d'attente des parties prenantes avec l'importance business de l'ensemble de ces items. Et vous voyez que le sujet de la biodiversité, duquel nous sommes partis, est vraiment situé en haut de nos préoccupations. Et autour de la biodiversité, nous avons également évolué vers l'agriculture urbaine parce que nous pensons que ce sont des sujets qui sont absolument fondamentaux dans le développement du patrimoine et dans le développement des collaborateurs au sein des immeubles de bureaux Gecina. Alors, nous avons travaillé sur un certain nombre de labels qui permettent de donner des marques-preuves autour de notre action sur les immeubles. Le label Biodiversity, sur lequel nous avons œuvré, participé à sa création et que nous souhaitons imposer sur l'ensemble de nos programmes en matière de rénovation, en matière de construction, et qui vise vraiment à mettre en avant cette amélioration de la biodiversité, des coefficients surfaciques verts sur nos actifs immobiliers. Nous avons au 55 Amsterdam, également en cours de développement et qui va être livré en fin d'année, le développement du label WELL, donc premier immeuble rénové, labellisé WELL sur Paris. C'est quoi le label WELL? Très simplement, sept piliers de bien-être autour de l'utilisateur, que sont la qualité de l'éclairement, la qualité de l'air, mais on va venir également sur des sujets de biophilie active. On sait très clairement que le verre intégré au niveau des bureaux est un facteur de bien-être et de productivité pour les collaborateurs. Le sujet également de l'alimentation dans les restaurants entreprises et donc le lien qu'on peut faire avec l'agriculture urbaine développée sur les sites pour les intégrer directement en circuit court dans les restaurants d'entreprise au sein de nos actifs immobiliers. On le verra après, ça peut être la même chose au niveau des logements et des logements étudiants d'ailleurs. Donc l'ensemble de ces sujets, le label Éco-Jardin également que nous développons sur tous les espaces verts de Gecina pour passer d'une approche traditionnelle de la gestion des espaces verts trop consommatrices en eau ou en espèces plutôt d'ornement pour repartir sur des espaces beaucoup plus naturels, beaucoup plus adaptés à leur environnement immédiat. Ce sont vraiment des sujets qu'on développe sur l'ensemble du parc de la Foncière. Et puis, Pénélope Comites le mettait en avant tout à l'heure, donc nous sommes un des signataires et fondateurs, et nous en sommes fiers, aux côtés de la ville de Paris, sur l'objectif 100 hectares. Et nous avons effectivement cette ambition de ne laisser passer aucune surface du patrimoine de Gecina pour développer du verre, que ce soit au sol, sur les toitures et sur les murs de nos actifs. Alors, quelques engagements, quelques opérations que nous avons déjà menées sur le patrimoine d'une façon transversale. Tout d'abord, la ville de Paris, en 2013, avait lancé une expérimentation sur la végétalisation innovante. Et donc, Gecina participe à cette démarche qui vise à suivre la vie et le vieillissement des toitures et des murs végétalisés du patrimoine pendant une période de 3 ans, ce qui permet vraiment de faire du retour d'expérience, parce que sur ces sujets-là, on expérimente aussi un certain nombre de sujets. Par exemple, en 2015, l'équipe me citait que sur 9 suivis écologiques que nous avons réalisés, suivant les actifs, nous avons intégré jusqu'à 9 espèces de plantes sauvages et pour les plus efficients, 25 espèces sur certains actifs immobiliers. Donc on a vraiment cette analyse fine, qui sont des données qui peuvent être redonnées justement à l'ensemble des parties prenantes pour comprendre comment mieux intégrer ces éléments sur nos bâtis. Autre exemple, le centre commercial Beaugrenelle, que vous connaissez tous. Donc c'était une innovation de Gecina à l'époque de développer plus de 800 mètres carrés de jardins partagés qui fonctionnent très bien sur le centre commercial Beaugrenelle. Des ruches également. Alors c'est valable pour le centre commercial Beaugrenelle, mais nous mettons des ruches partout où c'est possible. Donc je pense que nous devons être un des gros producteurs indirectement de miel sur Paris. Autre expérience que nous menons sur les résidences étudiants, et ça je pense que c'est également très important par rapport aux étudiants, à la fois pour l'éducation sur... Et là, il y a un vrai travail à faire, on le voit, mais il y a un vrai intérêt également de nos locataires étudiants sur les immeubles de développer des jardins partagés au sein de ces résidences qui leur permettent réellement d'avoir une réappropriation des produits frais, de comprendre le cycle de la nature, de comprendre le cycle de production. Et nous essayons d'associer justement nos clients étudiants sur ces sujets-là. Et puis le dernier point, c'est le siège de Gecina. Alors c'est un clin d'œil, mais c'est un lieu d'expérimentation. Nous travaillons justement un projet d'agriculture urbaine sur le siège de Gecina. C'est un peu du test and learn chez Gecina. On teste bien entendu tous
toutes les solutions que nous allons développer après sur l'ensemble de nos immeubles. Alors, je vous ai donné quelques marques preuves. On a quelques projets. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, notre volonté, au-delà du Réinventer Paris, sur lesquels nous avons pu concourir, et je crois que l'agriculture urbaine vraiment a été mis très en avant sur les sujets Réinventer Paris. Mais chez Gecina, le Réinventer Paris, c'est quotidien, sur tous les immeubles, sur tous les projets. Donc, nous avons rentré des nouveaux projets que vous voyez s'afficher, non des moindres. La tour Sunflower, 20 000 m² à la gare de Lyon. On veut se réapproprier la toiture de cet immeuble. On va développer un rooftop avec un skybar, de l'agriculture urbaine à côté justement pour alimenter à la fois le skybar et à la fois le restaurant entreprise. Sur un environnement qui était extrêmement minéral, on essaye de mettre du végétal partout où c'est possible. Juste à côté, on a un potentiel de près de 70 000 m² sur les tours Gamma, et là, on réfléchit à aller un cran plus loin, c'est-à-dire de développer un espace public ouvert à l'extérieur, aux riverains, aux passants, et avec une intégration de l'agriculture urbaine. Donc ça, c'est un très beau projet sur lequel nous travaillons. Et puis le dernier, sur l'avenue de la Grande Armée, nous sommes portés acquéreurs l'an passé du siège de Peugeot, que vous connaissez tous. Peugeot va libérer les locaux. On a une emprise potentielle d'à peu près 40 000 m². Et là, bien entendu, l'agriculture urbaine, à cet endroit-là, c'est comme une évidence pour nous. Donc, bien entendu, elle sera totalement intégrée au projet que nous allons développer et que nous l'espérons, nous révélerons prochainement. Voilà, d'autres sujets que j'ai indiqués sur la slide en dessous, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour passer peut-être sur le dernier point, donc vous avez évoqué pariculteur. Alors je vais faire un petit zoom sur les sites de Gecina, puisque nous avons proposé 2 espaces résidentiels dans le 15e arrondissement. Gecina est propriétaire d'un parc très conséquent de logements dans le 15e arrondissement. Et ces logements ont une chance extraordinaire. C'est un patrimoine des années 60-70, donc avec beaucoup d'espaces intérieurs, avec des grands jardins. Que vous voyez en aménagement type années 70. On a beau avoir un espace vert protégé sur la partie gauche, on ne peut pas dire que ce soit particulièrement vert. Et donc, nous avons offert ces sites à la ville de Paris dans le cadre de Pariculteurs pour permettre à des porteurs de projets de se réapproprier ces espaces. Près de 10%, je pense, des surfaces, 8 500 m² d'espaces verts qui ont été proposés par Gecina. Donc nous attendons les projets, les jurys avec impatience à la rentrée 2016. Et on a une vraie volonté de travailler sur ces actifs avec les locataires. On a des associations de locataires présentes sur ces sites. C'est plus de 200 logements à chaque fois, donc c'est des unités conséquentes, pour les aider à intégrer les projets, à travailler avec les porteurs de projets, pourquoi pas s'approprier les productions en circuit plus que court sur le terrain, en sachant que sur l'Ourmel, il y a encore une composante complémentaire, c'est qu'on a développé une constructibilité qui nous permet de faire une résidence étudiant, également donc sur une rampe de parking sans étancher le sol. Et cette résidence étudiant va nous permettre de mixer d'un point de vue générationnel justement le travail dans ces espaces d'agriculture urbaine entre les locataires qui sont d'ailleurs globalement pas mal retraités sur cette résidence et les étudiants justement pour travailler de concert sur ce sujet de verdissement. Voilà ce que je pouvais apporter comme témoignage de l'engagement de Gecina sur l'agriculture urbaine. Merci pour ce témoignage. Je passe maintenant la parole à Monsieur Xavier Laureau pour les fermes de Galy. Merci. Donc quelques mots d'abord pour vous préciser qu'on est, nous, effectivement, à la fois agriculteurs et jardiniers aux portes de Paris et qu'on s'est intéressé au sujet de l'agriculture urbaine depuis une dizaine d'années parce que notre métier d'agriculteur nous avait amené, il y a maintenant plus de 40 ans, à ouvrir les portes de nos fermes au public, à comprendre la demande du grand public, à ouvrir nos champs aux portes de Versailles au public et surtout, par notre métier de service et de paysage à travers Jardin de Galy, à répondre à une demande, notamment sur les lieux de travail et aussi sur les lieux publics, à la demande de paysage en ville. Donc la question était évidente pour nous, on devait avoir une réflexion. Et puis ayant moi-même à titre personnel beaucoup travaillé sur les agricultures périurbaines depuis une trentaine d'années, à la fois dans la réflexion et puis dans l'action, on a été interpellé par cette dynamique. Voilà. Et au bout de 3-4 ans, avec plein de jeunes agros qui sont autour de nous, qui travaillent sur le sujet, on s'est dit qu'il fallait faire peut-être une pause déjà de réflexion sur
la signification de ce mot, qui est un oxymore que tout le monde adore, mais qui est un mot fourre-tout, qui revêt des types d'agriculture qui sont parfois opposés, avec des partis pris qui, sur le plan des techniques, amènent des clivages qui, dans le reste de la France, opposent le monde agricole, et qui, comme par hasard, à l'intérieur de Paris, n'opposent personne, parce que personne ne sait parfois de quoi il parle. Donc l'idée était simplement, modestement, de produire un petit ouvrage qui est paru cette semaine aux éditions Archibooks, j'en fais une publicité, qui s'appelle Les 101 mots d'agriculture urbaine, et qui est une vision et qui ouvre à la fin un petit glossaire où l'ensemble des acteurs qui se présentent ici et l'ensemble des boîtes émergentes sont aussi référencés. Donc la question est vraiment d'être assez objectif dans toutes les initiatives, mais quand même de repréciser les termes et de donner à tout à chacun la capacité de comprendre tous ces termes agricoles qui sont parfois barbares pour ceux qui n'en ont pas l'éducation ni la culture. Voilà. Donc très modestement, une définition de mots pour pouvoir comprendre du low-tech au high-tech. La deuxième chose, une définition pour ne pas opposer l'agriculture traditionnelle et l'agriculture urbaine. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est en grande partie le cas. C'est une caricature pour beaucoup de monde. Et le monde agricole francilien, auquel nous appartenons aussi, dans cette assemblée, on ne doit pas être très nombreux à être du monde agricole. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est quand même une question qui se pose. Voilà. Il y a une jolie caricature et un très joli dessin qui a été fait, que je vous livre, et qui est un dessin de Martin Etienne, et qui, je trouve, est une vraie question par rapport à notre discussion d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est dans le tableau de Millet avec un Angélus ? Est-ce qu'on est en train de se poser la question de la pauvreté parce qu'il n'y a plus rien dans le sol ? Ou est-ce qu'on est en train de se poser la question d'une pause parce qu'on veut réfléchir à son avenir ? Mais en tout cas, la pauvreté de la fin du 19e, il ne faut pas que ça soit celle des idées du 21e. Voilà. Donc la question, c'est grand contraste entre l'agriculture périurbaine et les maraîchers en déclin accéléré depuis 10 ans, et puis la réalité de la mode de l'urbain et de ce qu'on veut y faire. Petit constat aussi, début 2016, une très belle étude américaine, 370 fermes interrogées. On est sur une réalité où 2/3 des exploitations se disent déclarer avoir un but lucratif, 1/3 à but non lucratif dans les expériences de fermes urbaines et intra-urbaines, et 2/3 des 370 sondés ont un chiffre d'affaires qui est à moins de $10 000 par an. Voilà, donc c'est quand même aussi des chiffres qu'il faut entendre, comprendre, et qui sont des chiffres actuels sur ce qui se passe. Donc de quelle économie parle-t-on ? Alimenter les villes, un vrai défi. Aujourd'hui, on sait que Rungis nous offre 4 jours de sécurité alimentaire. Alors donc tout un chacun dit, mais c'est évident, il faut savoir qu'en 1895, la ville de Paris était approvisionnée à travers ce marché des Halles à 81% par la région Île-de-France. En 1950, on pouvait encore, en 1950, dernier moment qu'on peut appeler d'apogée d'un maraîchage de proximité, on était encore à 46% de la ville qui était approvisionnée par l'Île-de-France. Aujourd'hui, on sait qu'en 2010, le carreau des producteurs, 17 000 tonnes, c'est 2% de la consommation francilienne. Dans les pays développés, en fait, l'agriculture urbaine, c'est clair, dans les pays du Nord, a une valeur ajoutée sur le lien social, a une valeur ajoutée sur le sens donné et sur la biodiversité apportée, qui est bien supérieure à la fonction de production dans les schémas tels qu'on les entend jusqu'aujourd'hui. Pour nous, juste avant de... Je vais revenir sur cette slide parce que je pense que c'est important, il y a 2-3 chiffres. Les pommes. Les pommes, on pourrait considérer que c'est la chose qui pourrait être encore, en termes de logistique, être facilement... Il y a une politique de pommes aux cantines, etc. On pourrait encore faire même des gros progrès dans la pomme bio, etc. On pourrait imaginer que sur les pommes, le monde agricole se mobilise parce que, avec des appels d'offres dédiés, etc., on arrive à flécher une filière pomme reconstituée. En réalité, les pommes, c'était, il faut le savoir, 1950, 13 000 hectares de vergers en Île-de-France, dont 5 800 d'intensifs. Aujourd'hui, cette année, on doit être à peine à 410, et on sait qu'on perd en ce moment 20% de surface de pommes par an. Donc la question qui nous interroge, et nous qui sommes aussi arboriculteurs, qui avons réussi à planter et à développer, parce qu'on a des formes techniques, des formes de vente directe, etc., qui sont alternatives, la question se pose, comment va-t-on remobiliser une grande ceinture
céréalière, puisqu'on est sur le front céréalier aujourd'hui, pour revenir sur des fonctions de maraîchage ou d'arboriculture. C'est une question qui nous paraît tout aussi importante. Mais on a des solutions. Les solutions, c'est probablement que les solutions, elles seront durables si on parle à la fois de solutions qui seront multifonctionnelles, multi-acteurs, multitechniques. Et pour ça, on a développé quelques idées. Une des idées qui est plutôt un contexte périurbain, qui n'est pas intra-urbain, mais qui fait partie d'une organisation réticulaire avec l'urbain, qui est un système sur une ancienne décharge qu'on a appelé fermes en ville, où on a un système d'écosystème et d'économie circulaire, où là, en hors-sol, puisqu'on est sur une ancienne décharge, on a été fabriqué un lieu où il y a à la fois lieu de production pour un circuit court avec des ventes en distributeur automatique, où il y a lieu de potager à louer, avec des potagers à louer avec des services associés, de façon à les louer à un prix qui permet de rémunération. Et puis enfin, un lieu de vitrine pour recevoir les écoles de façon rémunérée, parce que ça fait partie du modèle économique. Autre exemple, l'exemple qui est un exemple de fabrique agricole, auquel nous avons beaucoup cru pour Éole Évangile, dans le cadre de Réinventer Paris, qui était un exemple très intéressant parce qu'il s'inspirait beaucoup du modèle de l'Oufa Farm, qui est un modèle réussi, mais qui est un modèle de logistique d'abord, qui est en réticulaire avec 300, 200 exploitations dans les 150 km autour de Montréal. Et c'est ça auquel nous croyons, c'est-à-dire que le hub, qui est l'exemple de fabrique agricole intra-urbain, lui-même produit peut-être 2-5% de ce qu'il va redistribuer, mais il va être un lieu de vente avec un seul intermédiaire, par un système de panier et de logistique dédié et douce, si possible, sur la capitale, et il va donc redynamiser la deuxième couronne. Et il est très important de penser les projets intra-urbains pour redynamiser la deuxième couronne. Un modèle qui entraîne et qui redynamise, ça nous paraît être essentiel et un des rôles civiques de notre engagement en agriculture urbaine. Au niveau de l'immobilier locatif, au milieu des entreprises, au niveau des lieux de santé, il est évident que nous pratiquons et notre engagement, c'est d'aller vers un espace vert qui était un espace vert purement décoratif, vers des jardins qui sont des jardins comestibles ou surtout des jardins de partage, mais même sur le lieu de travail, parce que les aspects d'espace vert nourricier en ville viennent finalement supplanter des aspects de fleurissement pur. Enfin, et pour conclure, pour nous, il faut effectivement respecter un certain nombre de conditions pour réussir cette agriculture urbaine dans les années à venir. La première des conditions, c'est pour passer de cet effet de mode qui forcément existe et qui est nécessaire, parce que cet effet de mode, il entraîne. Voilà. Il faut probablement penser ces modèles multifonctionnels. La deuxième chose qui nous paraît extrêmement important, c'est qu'il faut co-construire avec les acteurs agricoles. On ne peut pas s'affranchir des filières amont et aval, et on ne peut pas s'affranchir des conseils, on ne réussira pas l'agriculture urbaine sans réussir la redynamisation des agricultures périurbaines. La troisième chose, il faut former, parce que on ne peut pas dire qu'on trouvera très facilement des gens qui durablement feront de l'agriculture urbaine alors qu'on ne trouve plus de maraîchers et d'arboriculteurs pour faire de l'agriculture périurbaine. Et donc, les aspects de formation, les aspects d'insertion, les aspects d'alternance sont essentiels et il faudra investir dans ces objets de formation en parallèle des investissements sur l'innovation. Pensez enfin des écosystèmes urbains vertueux. Il est évident que les économies sur l'agriculture urbaine, ça passe par des écosystèmes intelligents. L'énergie fatale pour chauffer les serres. On sait qu'à côté des data centers, à côté des lieux de transport, etc., on a de l'énergie à récupérer. Pas forcément au bon moment, dans certains cas, mais en tout cas, il y a de l'énergie fatale. Il y a des situations où aussi on peut récupérer les substrats, tout ça, vous connaissez tout ça par cœur sur l'économie des substrats. Mais l'intelligence des substrats, c'est encore plus compliqué que l'économie des substrats. Voilà. Et là, c'est tout un pan de recherche, etc., de recherche-action qui est en route, AgroParisTech, etc. Enfin, et ça c'est un gros travail de la part du monde de la conception en paysage, c'est concevoir des espaces comestibles avec les budgets de maintenance qui sont associés. Parce que la grande difficulté, c'est de repenser des espaces de paysage, mais ne pas avoir repensé les budgets. On avait avant des budgets de fleurissement. On passe par la crise économique. On supprime les budgets de fleurissement. Puisque finalement, on vous dit, écoutez, arrêtez de mettre des fleurs, mettez des vivaces. Ensuite, arrêtez de mettre des vivaces, laissez pousser les plantes indigènes. Voilà.
Mais après, il n'y a plus de budget. Et quand on veut revenir à un sujet qui est un sujet de jardin nourricier, les plantes potagères nécessitent une maintenance et un entretien qui est du même type qu'un fleurissement de qualité. Et à ce moment-là, il faut bien avoir inscrit durablement dans les budgets de maintenance cet entretien. Sinon, il n'y aura pas de projet, sinon il y aura déception et sinon il y aura abandon. Nous croyons définitivement aux fermes agricoles urbaines, intra-urbaines, productives, dans certains cas qui seront rares et qui seront des hubs. Nous croyons énormément à la transition d'un paysage et d'un espace vert vers des jardins comestibles, à condition d'y associer les budgets de maintenance modestes. Mais cette ligne modeste permet de faire vivre des emplois de proximité, des emplois d'insertion parfois, etc. Et je pense qu'il y a un grand avenir, mais il faut le faire avec intelligence, avec recul. Et puis, on est absolument ravis de participer à cette réflexion parce que c'est de la citoyenneté et un engagement citoyen de notre entreprise. Merci beaucoup pour ce témoignage, cette vision un peu plus métropolitaine de l'agriculture urbaine. Maintenant, je passe la parole à notre quatrième et dernier intervenant de cette deuxième partie, Monsieur Vincent Barral. Bonjour. Bon, moi, mon métier, c'est de prévoir ce qu'on va vendre demain et essayer de déterminer les bonnes quantités que l'on doit avoir dans chacun de nos magasins dans le monde entier. Mais je dirais, c'est pas tout à fait que cela. C'est aussi de faire en sorte que je travaille avec les personnes les plus motivées, les plus engagées, les plus positives et les meilleures qui soient dans nos métiers, qui tournent autour de la logistique et de la supply chain. Il y a quelques années, il a fallu qu'on repense notre schéma logistique. Il a fallu qu'on repense notre schéma logistique et on s'est posé la question de quels devaient être nos futurs entrepôts à Cergy-Pontoise et dans le monde. On a réuni un petit groupe de travail, il y avait des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, et on a commencé à réfléchir à ce que devaient être nos entrepôts. Et ça tombait en 2004 au lendemain de notre bilan carbone. On a été une des premières sociétés à faire le bilan carbone. Et sur le périmètre qu'on avait choisi, en fait, avec horreur, on a découvert que 40% de nos gaz à effet de serre venaient de la partie logistique. Et ce 40% nous paraissait extrêmement élevé, mais il était expliqué par le fait qu'on faisait beaucoup de transport aérien et puis par le fait que dans nos ateliers de fabrication, nous, on utilise des machines à coudre, donc ça consomme pas non plus énormément ça ne produit pas énormément de gaz à effet de serre. Cela dit, l'équipe a été assez choquée et elle s'est dit, c'est pas possible, on peut pas continuer à ne pas faire quelque chose d'un point de vue environnemental. J'insiste sur le fait qu'il y avait vraiment tout type de profil et il n'y avait pas je sais pas moi, un jeune ingénieur sortant d'une école avec une motivation particulière autour de l'environnement, c'est venu de toutes parts. En fait, je crois que ce qui était important, c'est que ce que l'équipe avait en tête et ce qu'on a toujours comme préoccupation quotidienne, c'est qu'en travaillant sur l'environnement, on protège notre chiffre d'affaires pour les années qui viennent. On est tous absolument intimement persuadés que nos consommateurs, nos clients n'achèteront pas nos produits s'ils ne sont pas persuadés que la marque fait le maximum de choses pour protéger l'environnement. C'est pas encore complètement évident. On voit pas d'études extraordinaires où un pourcentage très élevé de clients rentrent dans nos magasins et n'achètent nos produits que parce qu'on a aussi une démarche environnementale élevée. Mais on en est quand même persuadé. Et quand on regarde tout ce qui se passe tous les jours et les intempéries du moment vont encore marquer les esprits, on pense qu'on ne peut pas se tromper. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça arrivera forcément, que ce pourcentage de clients préoccupés sera de plus en plus important. La deuxième chose, c'est nos salariés. On parle souvent des milléniums, de la génération Y, et on nous dit régulièrement, faites attention, si vous voulez garder les meilleurs ou attirer les meilleurs, le nom Vuitton et un salaire et un poste ne suffit pas. Les gens recherchent autre chose, que nos salariés recherchent autre chose que simplement une rémunération et un niveau de responsabilité. Je ne suis pas persuadé que ce soit que vrai pour la génération Y. Je pense que je ne fais pas partie de cette génération-là, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je ne
peut être motivé que par autre chose que mon salaire et mon niveau de responsabilité. J'ai besoin de valeurs supplémentaires comme l'environnement, la citoyenneté, l'handicap, plein de choses qui tournent autour de cela. On fait un métier en plus qui est très difficile. La logistique, qui est une grosse partie de nos responsabilités, c'est pas le métier le plus sexy du monde. Et personne qui travaille dans nos entrepôts aujourd'hui, dans les autres entrepôts d'autres sociétés, personne n'a rêvé dans son enfance de déballer des camions, de mettre des produits sur des étagères et de faire des prélèvements et de livrer des magasins. Donc moi, ma préoccupation quotidienne, c'est comment je fais pour faire en sorte que ce métier, qui est un métier difficile, les gens qui rentrent dans nos entrepôts viennent avec une méga pêche, avec un engagement, avec une vraie volonté de bien faire. Et aujourd'hui, quand on regarde ces métiers-là qui sont difficiles, en fait, on s'aperçoit, et ça sera peut-être le principal message que je souhaitais partager avec vous, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est généralement, on bâtit des bâtiments extrêmement tristes, le moins cher possible, dans des zones totalement pourries, où on n'a absolument pas envie de travailler. Donc on demande aux gens de faire un métier qui n'est pas sympa, et en plus, on essaye de les mettre dans des boîtes qui sont hyper tristes. Après, on leur parle japonais, on leur parle de lean manufacturing, on essaye de les faire réfléchir sur l'amélioration continue, on parle de 5S, de Kaizen, et puis souvent ça ne marche pas, et on ne comprend pas pourquoi. Bon, pour nous, l'environnement, c'est pas simplement protéger notre chiffre d'affaires dans les années qui viennent, mais c'est aussi donner du sens à nos salariés et faire en sorte qu'ils viennent tous les matins dans un endroit qui soit le plus accueillant possible pour faire un métier qui est quand même difficile. La première photo que vous avez vue, c'est notre entrepôt central, l'entrepôt qui reçoit nos productions de tous nos ateliers. Cet entrepôt a été pensé en 2004, ouvert en 2007, et en fait, ça a été un des 2 entrepôts pilotes pour construire la démarche HQE. Et donc, je ne rentrerai pas dans le détail de la démarche HQE, mais pour un entrepôt, j'en vois pas mal. Mon métier me fait visiter pas mal d'entrepôts. Je vous assure, il est quand même plutôt sympa par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Il a plein de caractéristiques. Mais il a surtout comme caractéristique, en dehors du fait que l'architecture est plutôt sympa, on a intégré des bassins filtrants tout autour du site, qui fait que nos eaux usées ou nos eaux de pluie, on les garde sur site, on les traite sur place et on les réintègre dans la nappe phréatique dans le dernier bassin. Tous les bassins sont étanches. Il y a toute une série de plantes qui génèrent des bactéries sur leurs racines et les bactéries bouffent la pollution et à la fin, l'eau est considérée comme pas tout à fait consommable, mais en tout cas on a le droit de de la laisser descendre dans les nappes phréatiques. On a cherché à obtenir aussi toutes les démarches ou les normes possibles. On est ISO 14001 depuis pas mal de temps. Tous nos entrepôts dans le monde sont ISO 14001. On est lead depuis un an et demi. On a voulu obtenir cette norme américaine parce que, comme les Américains ne pensent pas les choses tout à fait comme nous, eh bien, ça nous a permis de faire encore un certain nombre de progrès. Et on est la seule supply chain au monde, paraît-il, certifiée ISO 14001 depuis le départ de nos produits aux ateliers jusqu'à l'arrivée dans nos magasins. Donc on a quand même 60 pays à gérer, 460 magasins dans le monde. Donc ça, vous voyez un petit peu on peut continuer, le site de l'entrepôt. La deuxième chose, c'est qu'on avait du terrain tout autour de l'entrepôt, plusieurs centaines de mètres carrés. Et puis l'équipe, l'année dernière, ou il y a 2 ans, a eu l'idée de proposer ce terrain disponible à nos salariés en leur disant si vous voulez jardiner, eh bien allez-y, on vous laboure le terrain et puis plantez vos légumes. L'idée était totalement altruiste, c'était absolument pas dans une idée de se dire ça va être bien pour la motivation. C'était on a du terrain, vous êtes là, essayez de cultiver vos légumes. La première année, 35 personnes s'y sont attelées et la deuxième année, ils sont 50 aujourd'hui à cultiver leur propre terrain. Ce qui est absolument surprenant, c'est qu'à la fin, les salariés sont revenus nous voir en nous disant c'est génial parce qu'on a appris à se connaître, on a développé la polyvalence, on a partagé nos semences, on s'est aidé pour arroser nos jardins quand on n'était pas là et quand on était en vacances. Au final, c'était presque plus un projet d'entreprise et de motivation d'équipe que être capable de produire soi-même ses propres légumes. Donc ça a été notre surprise. Alors on était déjà très motivés pour le faire la première année, mais notre motivation a été encore bien plus importante l'année d'après. Et enfin, pour rendre ce site le plus agréable possible, eh bien, on tond nos pelouses avec nos chèvres et nos moutons.
Et ça, je vous assure, quand vous avez 1 heure pour manger le midi, il vaut mieux manger son sandwich dans l'herbe à côté de moutons et de chèvres que dans une salle de cantine qui n'est pas tout le temps super sympa. Et puis on produit nous aussi notre miel. On a une 30aine de ruches sur nos dos de sites. Et chaque année, notre apiculteur vient, récolte le miel et nous redonne la récolte. C'est à peu près 800 kilos qu'on distribue à nos salariés. Voilà, ce que je voulais dire, et c'est ma conclusion, l'environnement, pour nous, ce n'est pas un coût. Pour nous, c'est que du bénéfice. C'est vraiment avoir sur place des équipes qui viennent volontiers au travail le matin. En fait, je dirais presque, ça fait partie de ma mission. C'est qu'est-ce que je dois faire pour faire en sorte que nos salariés viennent avec un état d'esprit le plus élevé possible le matin, et qu'est-ce qu'ils font, qu'ils vont partir, non pas en courant, mais le plus lentement possible. Voilà. Moi, je suis absolument ravi quand les gens restent le soir et traînent dans le parking, discutent avec les gens, etc. On leur a mis à disposition des terrains de boules. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, donc je n'ai pas pris les photos. On a des tables de ping-pong, on a des baby-foot. L'idée, elle n'est pas de baisser la productivité de l'entrepôt. Non, c'est tout le contraire. C'est être le plus efficace possible, mais dans un esprit, dans un climat où on est heureux d'être là et on est finalement heureux de faire ce métier qui n'est pas si facile que ça. Voilà, merci. Merci pour ce témoignage très enthousiaste. Donc, ainsi s'achève la deuxième partie. On est un petit peu en retard par rapport au programme, mais on va essayer de prendre peut-être 1 ou 2 questions assez rapidement. Normalement, il y a un micro qui doit pouvoir se balader. Non, personne. Donc, une question ici. Oui, bonjour, je suis Jacques Reillet, directeur commercial chez Gessina. On a vu votre démarche au niveau donc, de la logistique, un entrepôt que j'ai visité il y a 10 ans, formidable. Franchement, si vous avez l'occasion de le visiter, j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis c'est un rêve de femme parce que franchement, il y a plein de sacs à main, c'est formidable. Je voudrais savoir votre démarche au niveau des boutiques. Nous sommes propriétaires du 101 Champs, vous avez d'autres boutiques dans le monde. Est-ce que cette approche, elle est aussi générale sur tout le groupe, chez Sephora, chez Dior, voilà, d'avoir une approche bien-être, développement durable, dans l'exploitation même de vos boutiques et dans l'accompagnement de vos collaborateurs? C'est un peu une question piège pour moi, c'est pas du tout mon métier. Et puis vous me parlez... Non, mais vous me parlez du groupe, et donc ça m'éloigne un petit peu de mes préoccupations au quotidien. Donc je ne peux pas vous dire tout ce qui se passe dans les entreprises du groupe. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la direction environnement d'LVMH a été créée en 1992. Moi, j'ai commencé à travailler en 1990. En 1990, on n'était pas du tout préoccupé par une dimension environnementale. Donc cette démarche environnementale, même si je ne peux pas vous donner trop de précision, elle est très intégrée dans les gènes du groupe depuis très longtemps. En ce qui nous concerne, il y a beaucoup de travail qui sont faits autour des boutiques. On a quelques boutiques dans le monde qui sont déjà lead, et on est énormément préoccupé, me semble-t-il, par les meubles que l'on utilise dans nos magasins, donc la façon de les produire et la façon de les transporter, et puis tout ce qui est consommation électrique. On sait que les normes et les réglementations évoluent énormément, et donc on s'y prépare. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais voilà, je resterai hyper général parce que franchement, c'est pas mon métier. Nos architectes s'en occupent vraiment. C'est une préoccupation importante. C'est un autre point aussi. Hein. Quand on se préoccupe de l'environnement, on prépare l'avenir aussi de nos organisations parce que les réglementations évoluent. Et au plus on anticipe, au plus on garde, on rajoute de la longévité de vie à nos sites. Et certainement que nos magasins, ça marche aussi. Hein. On voit que les réglementations... encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai entendu dire que les réglementations évoluaient vers une consommation au mètre carré de 50 watts par mètre carré. Bon, c'est très bas, 50 watts du mètre carré. Et donc, il faut s'y préparer longtemps à l'avance pour être capable de bien éclairer nos produits, de bien climatiser nos magasins, tout en respectant la réglementation. Merci. Pas d'autres questions? Une question et ce sera la seule pour cette partie. On est vraiment en retard. Donc Vincent Mogamedoussane, je suis dans la boîte de construction privée, dans le pôle ingénieur environnemental et énergétique. Et désolé pour la question naïve, en fait, y a-t-il des études sur les effets de la pollution dans la production agricole urbaine, en fait? Plutôt pour Monsieur Laureau, peut-être? Alors,
suis pas non plus l'hyper spécialiste du sujet. En tout cas, sur le sujet périurbain, je le connais à peu près parce qu'on s'est beaucoup préoccupé, notamment les Allemands, des problèmes de retombées de métaux lourds à proximité des axes routiers. En gros, on sait que sur les métaux lourds, le problème est assez faible, puisqu'avec une distance de 40 à 50 mètres, on s'affranchit des problèmes de métaux lourds. Le problème est plutôt au niveau des métaux très légers, des COV, voilà, où là, on a des effets de rebond qui sont assez mal mesurés. Ce qui est sûr, c'est que les premières études livrées par AgroParisTech sur l'expérimentation d'AgroParisTech montraient que les taux de pollution mesurés sur l'ensemble des critères étaient très en deçà des taux limites de distribution et de consommation. Donc en tout cas, l'exemple d'AgroParisTech qui a été scientifiquement suivi montrait que ce sujet, on s'en affranchissait. Il est clair que les situations sont très diverses selon les métropoles et qu'on ne peut pas parler sur ce sujet de la même façon quand on a le problème de Pékin, le problème de Shanghai, le problème de Hong Kong ou le problème de Paris, hein, dans le contexte actuel de ce qu'on sait être la migration des pollutions atmosphériques. Voilà. En tout cas, là, je crois que s'il y a des gens de chez AgroParisTech qui pourront mieux répondre que moi, les publications qui sont actuellement sorties montrent qu'on est très en deçà des limites de consommation. En France, à Paris. Merci pour cette réponse. On peut remercier à nouveau nos intervenants de la deuxième partie et enchaîner avec la troisième et dernière partie qui est consacrée aux startups et aux associations. Et on va commencer par Virginie Duluc d'Urbagri. Merci. Donc, Virginie Duluc de la société Urbagri. Donc, j'ai fondé la société Urbagri en 2011, début d'activité en 2011. En fait, j'ai fait la fusion entre l'expérience familiale donc en viticulture et agriculture et mon expérience professionnelle en urbanisme. L'activité d'Urbagri se développe sous trois axes. Donc, un axe de conseil auprès des promoteurs, des collectivités, des bailleurs sociaux, des établissements publics d'aménagement, SEM d'aménagement et des entreprises qui souhaitent développer des projets en agriculture urbaine. Donc en fait, on les accompagne de l'étude faisable économique, technique, jusqu'au montage et l'exploitation s'il y a besoin. On développe aussi un outil web de gestion des espaces et de commercialisation de produits. Et on développe surtout nos propres projets, établissements agri-urbains, multi-activités. Donc on souhaite développer en ville et centre-ville. Et donc récemment, on a été pris dans le cadre du programme Immobilier de demain de Paris & Co, dans lequel Gecina est partie prenante. Donc le projet qu'on est en train de développer actuellement va sortir d'ici fin août. Donc pour un jardin, c'est la période, on va dire. Concrètement, il sera opérationnel la saison d'après. Donc c'est un jardin qui est sur un toit de bureau. Donc un espace expérimental qui est issu de l'appel à projet végétalisation innovante de la ville de Paris, pour lequel on a été lauréat en 2013. Donc en fait, Urbagri était mandataire d'un groupement avec Ciplast, Nidaplast et Loisirs Paysage. Donc on travaille ensemble sur ce projet-là depuis quelques mois maintenant. Donc on va avoir un espace potager, on va expérimenter trois substrats différents à base de drèche de bière, de compost, lombricompost. Après, on va avoir bien sûr un substrat témoin à base de terreau relativement classique, justement pour comparer et voir l'évolution des différents substrats à côté. Et on va avoir un espace vigne, donc un espace viticulture, où on va avoir aussi le test de différents substrats et l'assemblage avec différents cépages, donc raisins de table et cépages vins également, pour voir l'évolution de chacun comparativement. On aura un espace également accueil avec un Green Lab pour tester différents prototypes de culture. Et bien sûr un espace technique. Donc l'intérêt de cette expérimentation, certes est sur les substrats, mais il est surtout sur la gestion des eaux. Donc l'objectif est de voir si notre système permet de valoriser la totalité des eaux pluviales sans avoir de rejet à l'extérieur de la parcelle sur le collecteur public, et de voir si on peut valoriser cette eau en totalité donc sur le potager et être autosuffisant en eau sans avoir besoin d'adduction en eau potable du réseau public. Donc on a tout un système de rétention d'eau, de stockage et de relevage pour irriguer le potager au-dessus.
Donc le second projet que je voulais vous montrer, c'est celui qu'on développe nous totalement en interne, qui est dans nos établissements agri-urbains multi-activités. Des bâtiments, des exploitations qui peuvent se mettre sur un bâtiment de bureau, de logement aussi. Mais donc très bien sur un bâtiment de bureau, donc on aura une production en toiture et sur le bâtiment et dans le bâtiment, et une commercialisation au rez-de-chaussée dans nos agri-markets. Donc on commercialisera nos produits et où on transformera également dans un cadre d'une activité de restauration. Donc tout ça en circuit court, donc produire sur le bâtiment, consommer sur le bâtiment et le quartier, valoriser au maximum la communauté, l'éducation, l'environnement et l'agriculture durable, et aux bonnes pratiques surtout, et à la bonne consommation. Donc des modèles d'insertion dans le bâtiment, et donc là c'est un projet qu'on a et qu'on va replacer sur Paris, où donc vous voyez l'espace de production en toiture qui peut être sous serre ou pas, à ciel ouvert également, et les espaces de commercialisation au rez-de-chaussée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Attention. J'accueille maintenant Yann Fradin de l'association Espace. Oui, bonjour. Je vais vous présenter. Ça en fait. Ouais. L'association Espace, donc une association francilienne, une association d'insertion par l'écologie urbaine, comme on s'appelle depuis 20 ans. Et donc on travaille sur 3 volets: l'écologie urbaine, la gestion, avant la gestion potagère, la gestion d'espaces urbains, talus ferroviaires, berges de rivière, berges de Seine, génie végétal, espaces boisés, et avec tous les éléments de l'écologie urbaine. On travaille avec des chevaux de trait sur le parc de Saint-Cloud depuis 20 ans, par exemple, etc. On anime 13 chantiers d'insertion, donc tous les jours c'est 130 personnes qui travaillent sur ces sites, 130 salariés en insertion qui se forment et réapprennent un métier. C'est également donc sur Paris, Haute-Seine-Yvelines pour les chantiers d'insertion. C'est une équipe de 52 permanents. C'est également 22 jardins partagés solidaires, et c'est là-dessus que je vais développer un petit peu. Et c'est également 530 adhérents, et ça c'est important. C'est-à-dire que on a beaucoup parlé tout à l'heure d'agriculture urbaine, c'est comment aussi les habitants participent. Et moi je pense que fondamentalement, comme ça s'est toujours fait dans l'agriculture, je dirais ancienne, une très grande partie de la production agricole sera faite par les habitants eux-mêmes, hors circuit professionnel. Je me rappelle d'un chiffre qui circulait il y a encore quelques années, je crois que c'est il y a une quinzaine d'années, je crois que c'était quelque chose de l'ordre de 60% des haricots verts en France étaient produits directement, étaient diffusés hors marché. Donc on voit ce que ça veut dire, c'est-à-dire que l'ancienne agriculture fonctionnait par des systèmes de proximité, par des systèmes d'échange, de troc, et donc une grande partie aussi du fonctionnement de l'agriculture urbaine marchera comme ça. C'est par exemple la démarche de Lisbonne aujourd'hui de travailler sur ce type de pratique. Alors quelques exemples, Château Courbevoie, donc où on a 2 jardins, Château du Loir et Fauvel, 2 jardins partagés, et on en ouvre 3 autres. Là, on démarre 3 autres cette année. Benjamin, d'ailleurs, qui est de la ville de Courbevoie, pourrait vous en dire plus. Donc, c'est une ville qui développe très fortement ça. Et pour nous, aujourd'hui, c'est une des villes modèles en Île-de-France, dans un secteur très, très dense, de rechercher partout, à tout endroit, comment on peut rendre comestible la ville, tout ce qu'a dit Xavier Leroux et les uns et les autres. Donc, on travaille sur cette dimension-là. On a également été, et je suis agréablement surpris qu'on se retrouve à beaucoup d'avoir été dans végétalisation innovante, et on voit bien, et on espère que Pariculteur sera la même chose, réinventer Paris, etc. C'est que donc on a été lauréat également de végétalisation innovante pour le projet Folie d'humus, donc qui fonctionne dans le 16e, donc de collecte d'humus, de collecte de biodéchets, transformation en humus et réimplantation d'agriculture urbaine, là en l'occurrence sur des terrains sportifs de Paris 16e. Toutes les techniques, je ne vais pas revenir dessus, sont travaillées. Ce qui est vraiment important, c'est que les habitants s'emparent de ça. C'est-à-dire, je ne sais plus, quelqu'un me disait tout à l'heure, tiens, on a une demande d'une copropriété qui veut faire du compostage. Je veux dire, en permanence, on installe un bac à compost dans un jardin, dans un parc, sur un bord
je veux dire, les habitants du quartier viennent et disent mais comment on peut mettre nos biodéchets, etc. On est pareil dans l'agriculture urbaine, c'est-à-dire il y a une vraie demande sociale et il faut l'organiser, l'animer, participer à la structurer ou l'aider à se structurer. Et c'est à ça qu'on y travaille au niveau au niveau associatif. Le jardin de Beaugrenelle, donc, que vous avez vu aussi avec Jessina, donc, qui est animé par des bénévoles donc, de l'association, des adhérents de l'association sur le quartier, qui est, à ma connaissance, en tout cas pour nous Espace, le seul site privé sur lequel il y a un jardin partagé qui est mis à disposition par Jessina. Et je dirais là-dessus, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Parce que, je veux dire une anecdote, c'est quand on a fait la première réunion de concertation pour présenter le jardin partagé, je me souviens, les responsables de Jessina m'ont dit « Attention, vous allez vous prendre plein la tête, ça fait 4 ans que c'est l'horreur, les réunions, etc. » Les habitants sont énervés par le chantier, par le projet. Et la réunion, ça a été du bonheur. On avait 150 personnes qui nous ont demandé à la fin, on a été obligé d'aller chercher des papiers, faire des photocopies pour que les gens s'inscrivent. Donc je veux dire, on peut créer du bonheur entre guillemets à peu de frais et ça aurait pu être fait entre guillemets dès le début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un projet immobilier, il faut le démarrer avec les habitants. On a toujours des espaces, des bouts de terrain qui restent, etc. Produisons et faisons l'agriculture qui ensuite pourra venir sur la toiture ou ailleurs. Donc ça fonctionne très bien. C'est évidemment, ça a été dit, de la convivialité énormément et de la formation. Moi, j'insiste beaucoup sur la formation. Les gens se forment, s'auto-forment, vont sur Internet, reviennent sur des savoirs anciens et y participent, et que ce soit les salariés en insertion ou que ce soit des adhérents bénévoles. Donc voilà, les habitants vraiment au cœur, au quotidien, au cœur du jardinage urbain et de l'autoproduction. Enfin demain, donc ça rejoint un peu tout ce qu'on a vu depuis le début. Donc Espace avec notre partenaire Topager notamment, donc qui est une des startups aussi sur Paris. Et puis donc en l'occurrence Eurosic et Philippe Chambaretta, on a été lauréat de l'appel à projet Réinventer Paris sur Clichy-Batignolles. Et donc là l'enjeu, ça va être de produire sur toute la surface de toiture donc des produits alimentaires pour alimenter les restaurants de l'immeuble. Et puis également, on travaille sur le projet. Donc les 2 autres dimensions du projet, ça va être une houblonnière, donc cultiver du houblon en façade, qui va pousser en façade et qui va permettre de produire une bière locale dans l'immeuble. Et enfin, et qui par ailleurs, le houblon, vu la saison où il pousse, va faire par soleil. Donc ça va être très intéressant en termes d'équilibre climatique. Et dernière chose, évidemment, c'est de travailler à la fois au niveau participatif et au niveau insertion. Et donc l'ensemble de cette production agricole sera fait sous forme coopérative dans l'immeuble avec l'ensemble des partenaires et pour créer autour de 2 emplois d'insertion qui vont gérer toute cette production. Donc c'est le projet sur lequel on travaille et qu'on travaille parallèlement à l'émergence du bâtiment qui sortira bientôt. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et dernière intervention, Johan Hubert pour Sous les fraises. Bonjour à tous. Alors Sous les fraises, c'est une entreprise qui est née à Grenoble il y a une quinzaine d'années sur un projet collaboratif entre la politique publique de la ville, des habitants, des chercheurs et également des jardiniers. On a travaillé sur plusieurs solutions de culture de végétaux, l'ambition était de produire une végétalisation qui soit capable de matérialiser les trames vertes et les ambitions de la ville, tout en étant capable de pouvoir se matérialiser sur de très grandes surfaces. On a d'abord travaillé sur la culture des végétaux en pleine terre, donc sur une toiture avec de la terre, et puis on s'est rendu compte que les pelles et les pioches ne faisaient pas très bon ménage avec la toiture. Ensuite, on a travaillé sur tous les systèmes de culture en bac qui nous ont permis en fait de produire une végétalisation qui était extrêmement intéressante, mais qui s'est cantonnée à la pédagogie, puisqu'on s'est rendu compte qu'il était très difficile de produire de très grosses quantités avec ces techniques. Et puis, on a étudié aussi toutes les techniques de culture hydroponique qui sont avérées extrêmement intéressantes et extrêmement productives, mais assez coûteuses.
Donc on a travaillé sur un support qui est assez original aujourd'hui, puisqu'il est réalisé en matériaux biosourcés, en laine de mouton et en chanvre. Et il s'installe sur un bâtiment de façon extrêmement simple, puisqu'on n'a pas du tout d'emprise au sol, on libère l'étanchéité et on a une capacité de production qui multiplie par 4 la surface de toiture. Vous voyez en face de vous les Galeries Lafayette Haussmann, qui est la première exploitation maraîchère parisienne. Donc c'est 18 000 plantes, 1200 m² de culture. C'est un support qui permet aujourd'hui de produire des végétaux qui sont vendus. On a un modèle économique qui arrive à se maintenir puisque la taille de l'installation est suffisamment importante. Et on a dégagé l'année dernière 20 000 euros de chiffre d'affaires et cette année, on espère atteindre les 30 000 euros. On s'est associé avec d'autres entreprises pour justement valoriser ce modèle économique. On est sur une culture sans pesticides, sans herbicides, sans aucun produit chimique. On est sur, par exemple, le champ vertical que vous voyez devant vous à moins de 10 kg mètre carré. On est sur un support de culture qui est extrêmement peu coûteux puisqu'on est à peu près à 150 à 200 euros le mètre carré. Et on arrive à produire une végétalisation qui ne va pas prendre d'espace au sol et qui ne va pas endommager les espaces. On est aussi également sur un principe de permaculture, puisque l'idée c'est d'arriver à produire aussi un réservoir de biodiversité. C'est pour la raison pour laquelle on ne s'est pas couvert avec une serre. On n'utilise pas de pesticides, pas d'herbicides, aucun produit chimique. C'est une option qu'on a choisie effectivement pour être aussi un vecteur de service à l'environnement, un vecteur de bien-être, un vecteur aussi qui va permettre de favoriser les îlots de fraîcheur grâce justement à l'utilisation de l'eau et à l'évaporation de l'eau que nous utilisons. Aujourd'hui, on arrive à une étape charnière en fait, dans la construction de la ville, puisque les politiques publiques rejoignent les attentes des citoyens et les bâtisseurs de la ville, donc les véritables moteurs de la transformation de la ville, rejoignent cette ambition pour que nous puissions aujourd'hui enfin transformer la ville. Et là, je salue effectivement un des projets que nous menons aujourd'hui avec Gecina sur la tour Sunflower, où nous arrivons en fait à une ambition qui est absolument inédite, puisque jamais par le passé ça s'est produit, où autant de politiques publiques, autant d'ambition, autant de volonté de transformer la ville se sont rejoints sur un projet aussi ambitieux. Sous les fraises aujourd'hui, c'est 1200 m² de culture. Au mois de décembre prochain, ça sera à peu près 9000 m² de culture. Une trentaine de projets, une véritable volonté de transformer la ville, une véritable volonté de continuer à être une entreprise citoyenne, de maintenir des valeurs, de garder en fait une production qui soit locale, qui soit également en lien avec l'agriculture périurbaine, puisqu'évidemment il ne s'agit pas du tout d'avoir une scission, mais il est important que cette végétalisation puisse perdurer en ville, puisque c'est aussi en ville que nous vivons, c'est en ville que nous avons besoin de transformer notre environnement, c'est en ville que nous avons besoin de combattre les îlots de chaleur, donc c'est aussi en ville que le combat se passe, et c'est aussi en ville donc nous allons continuer à travailler. Merci pour cette dernière intervention. Je vous propose maintenant d'adresser des questions aux 3 derniers intervenants. J'imagine qu'un micro circule dans la salle. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Non. Un peu de timidité? Non. On est déjà en dehors du temps qui nous était imparti, donc je propose encore une nouvelle fois une question, si quelqu'un hésite, là dans la tête. Non? Bon, et ben écoutez, on peut clôturer, je pense, cet événement. Remercier à nouveau chaleureusement tous nos participants, les organisateurs. Et oui, moi je reste à disposition, je ne sais pas si les gens vont rester, je ne sais pas si on peut rester ici, s'il y avait des questions, Oui, n'hésitez pas à prendre des graines comme l'a signalé Audrey au départ. Vous avez un petit panier à l'entrée au niveau de la pause café. Si vous voulez participer dès maintenant à cette végétalisation dont on vient de parler, servez-vous, n'hésitez pas. Bonne fin de journée à tous, au revoir.